Porté à lundi, un délai lié à l'ajout dans le texte initial de la mesure de suspension de la réforme des retraites. Conséquence, les députés devront à nouveau déposer les quelques 1400 amendements qu'ils avaient proposés sur la première version du projet. Pour l'examen du budget de la Sécu à l'Assemblée nationale, rien ne change. La date du 4 novembre reste en vigueur. Elle va s'expliquer devant le Sénat. La présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes, sera auditionnée cet après-midi, 3 jours après le cambriolage du musée parisien. Le but de son audition, comprendre comment ce vol a pu se produire. Le Louvre a rouvert ses portes aujourd'hui, mais la galerie Apollon, où le vol a été commis, reste fermée au public. Le préjudice du larcin est estimé à 88 millions d'euros. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, justifie la protection policière accordée à Nicolas Sarkozy. L'ancien président, emprisonné depuis hier, est protégé par 2 policiers installés dans une cellule voisine de la sienne, à la prison de la Santé. Une décision visant à assurer sa sécurité, explique Laurent Nunez, qui évoque des menaces contre Nicolas Sarkozy. La situation à l'école est extrêmement inquiétante. Le ministre de l'Éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Édouard Geffray dit travailler sur 3 priorités: le niveau des élèves, les inégalités sociales et scolaires et la santé mentale des plus jeunes. Le ministre promet de recruter de nouveaux psychologues et infirmiers scolaires, alors que dans le même temps, le projet de budget pour 2026 prévoit environ 4000 suppressions de postes d'enseignants liées à la baisse démographique. Et puis le foot et la Ligue des Champions, la suite de la 3e journée. Après le carton parisien 7-2 à Leverkusen, les 2 autres clubs français jouent ce soir. L'Olympique de Marseille part affronter le Sporting Portugal à Lisbonne et Monaco va tenter de décrocher sa première victoire dans la compétition face à Tottenham. Coup d'envoi de ces 2 matchs à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez une excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Dans un peu plus d'1 mois, on abordera la journée mondiale de lutte contre le sida, mais j'ai l'impression qu'on parle de moins en moins du sida, comme on parle de moins en moins d'ailleurs des infections sexuellement transmissibles, IST et non plus MST. On a changé, on vous expliquera pourquoi dans un instant. Et elles sont là, elles sont toujours présentes, les IST. C'est avec Patricia Martin-Lamante que nous allons faire un petit point de tout ça. Vous êtes dermatologue, sexologue, et on va pouvoir comprendre comment on peut se protéger de toutes ces petites choses pas très agréables. On verra aussi celles qui sont en augmentation et puis quelles sont les pratiques les plus à risque. Et surtout, on pourra voir aussi quel discours doit tenir un parent face à un ado bientôt apte à être sur le marché de la sexualité. Comment on aborde cette fameuse question du préservatif? Je sais que pour beaucoup de parents, c'est pas si simple. Donc, si vous avez des questions à poser, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et en tout cas, Patricia Martin-Lamante pourra répondre à toutes vos questions concernant les IST. Et pourquoi pas, si vous avez des allergies ou des petits boutons et que vous ne savez pas très bien ce que c'est, elle est dermatologue et vous pourriez profiter de sa présence. Notre numéro 0826 300 300. Vous pouvez également, si vous voulez, envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte, votre message, votre numéro de téléphone, si vous avez envie qu'on vous rappelle, au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Patricia Martin-Lamante. Bonjour. Bonjour Brigitte, très heureuse aussi d'être ici, de partager ce temps avec toi. Très heureuse, oui. Alors on va faire un petit point. Alors pourquoi déjà on a changé le M par le I? On dit IST, infection sexuellement transmissible. Maladie, c'est un terme assez vague, maladie. Parce qu'en fait, ce sont des infections, c'est-à-dire que ce sont des bactéries ou des virus. Souvent des virus, de reste aujourd'hui, puisque le sida c'est un virus. Mais le terme infectieux est plus adapté. Juste. D'accord. Oui. Bon, donc voilà. Mais c'est rentré vraiment dans le langage courant. Les gens parlent. Toujours. J'ai l'impression qu'on parle encore. Des fois, les gens ne savent pas que c'est IST. Ouais, j'entends beaucoup. Toujours de MST. Oui, ça reste pas encore tellement. Non. Donc on va essayer déjà on va parler de IST. Retenez bien ça. Alors le SIDA, bon. On avance bien sur le sida. Complètement, puisque aujourd'hui, les gens qui ont été infectés par le virus prennent des traitements qui sont tout à fait extraordinaires, puisque finalement, ils ont 0 copie dans le sang, ils sont plus du tout infectieux. Donc, alors en même temps, ça reste un traitement qu'il faut prendre à vie, tout ça. Donc ça reste encore un virus qu'on n'a pas tellement envie d'attraper. Et la seule protection, c'est quand même le préservatif. Ah bah évidemment. Puis il faut éviter, quand on a un partenaire ou une partenaire, il
faut pas hésiter à demander à l'autre, évidemment, si l'autre a fait des tests avant d'avoir des rapports. Parce que souvent, c'est un problème, ça. C'est-à-dire que les gens n'osent pas se poser mutuellement des questions. Oui, comme si on ne faisait pas confiance à l'autre. Alors voilà. que, oui, mais non, mais finalement, c'est faire confiance que de demander si oui ou non la personne a fait des tests. Mais c'est un peu délicat, c'est vrai, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Moi, j'encourage mes patients à demander à l'autre est-ce que tu as fait des tests? Est-ce que tu peux me les montrer aussi? Oui, mais moi je trouve que la première fois où on fait l'amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, je pense que c'est indispensable de mettre un préservatif. Enfin, ça me paraît obligatoire, absolument obligatoire. La première fois, absolument. Et si s'il n'y a pas de test, à chaque fois. Alors, oui, et puis, parce que le test, ça vaut ce que ça vaut, dans le sens où s'il a été fait il y a un mois, de toute ça façon, peut être positif après. On est quand même dans, ah oui, ça peut être négatif un jour et puis le lendemain positif. Ça y est, hein, c'est sûr. Et puis bon, alors on a parlé du sida. Je sais que la syphilis est en augmentation. Ah oui, absolument. On diagnostique des syphilis quand même relativement souvent. Parfois même récemment, là j'ai vu une patiente qui avait une chute de cheveux et qu'elle n'arrivait pas du tout à traiter. Et en fait, c'était une syphilis secondaire. Parce que la syphilis fait aussi tomber les cheveux. Donc souvent, il n'y a pas de test, on ne fait pas les tests. Et puis c'est quand même une saloperie. Alors on en guérit aujourd'hui, mais enfin c'est quand même quelque chose qui est assez lourd. Il faut encourager les médecins à faire plus systématiquement des tests. Aussi bien le VIH que la syphilis. Il faut que les tests soient faits vraiment à chaque fois qu'il y a une prise de sang. Il y a évidemment beaucoup de maladies, la fameuse chaude pisse qu'on surnomme maintenant pratiquement tout le temps comme ça. Oui, un peu moins aujourd'hui, un peu moins. On voit beaucoup l'herpès, évidemment. Ah oui, le fameux herpès. Et ça, c'est quand même une saloperie aussi. Ah oui, parce qu'on n'a pas vraiment de traitement. On a des médicaments qui empêchent la multiplication du virus, mais qui ne tue pas le virus. Donc le virus reste tapis en fait dans un. Oui, il est silencieux ganglions. Par moment, et puis par moment il est là. Il ressort. Oui. C'est chronique le plus souvent, et ça peut être absolument terrible. C'est assez extrêmement douloureux, désagréable. Après, bien sûr. On attend avec impatience un traitement. Alors, que si je ne me trompe pas, mais vous êtes là pour donner les informations, l'herpès qu'on a sur la bouche, c'est pas le même que l'herpès génital. Voilà, il y a deux virus. Le virus type 1 qui infecte la partie supérieure au-dessus de la ceinture, et en particulier autour de la bouche, et le type 2 qui infecte la région génitale. Il y a deux virus différents. Et donc génital, c'est quand on a des rapports sexuels, évidemment. C'est pas parce quelqu'un nous a fait une fellation avec un herpès qu'on attrape un herpès génital. On peut avoir le type 1, ça peut arriver aussi sur la région génitale, ça peut arriver. D'accord. Bon, les morpions, ça va, ils ont pratiquement disparu, je crois, non? On peut en voir, c'est rare quand même, mais bon, ça peut arriver quand même. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié dans cette liste particulièrement? Alors, il y a les chlamydiés, les mycoplasmes, tout bien ça, sûr. Qui peuvent entraîner des infertilités. Ça, c'est grave parce qu'en fait, il y a très peu de symptômes. La femme ou l'homme vont avoir très peu d'écoulement, très peu de symptômes. Et si on ne fait pas systématiquement des examens, souvent on passe à côté. Donc ça, c'est extrêmement dangereux puisque les femmes, après, sont stériles, peuvent devenir stériles complètement. Oui, donc ça, c'est quand même aussi très important. Le traitement est facile avec un antibiotique. Mais c'est là où on voit quand même tout ce qui peut traîner, on a quand même vraiment intérêt à se protéger quand même. De toute façon, oui. Du reste, avec la PrEP, qui est très utilisée aujourd'hui, évidemment, pour prévenir l'infection à VIH. Malheureusement, souvent, les gens pensent que ils vont pas avoir le VIH, mais ils mettent plus de préservatifs souvent. Oui, je sais, il y a une très baisse, souvent. Une grande donc baisse. Ils attrapent les autres MST, syphilis, chlamydier, mycoplasme, herpès, enfin tout le reste. Oui. Et c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible non plus. Non. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Alors. Le papillomavirus. Oui, bien sûr. Les condylomes, quoi. Oui. Les condylomes sont très très fréquents, vraiment, on en voit énormément, qui sont le plus souvent situés sur la région génitale ou périanale, et les traitements sont longs parce qu'on met, soit on fait de la cryothérapie, on met de l'azote liquide sur chaque petite lésion, une par une. On a aussi des crèmes antivirales comme l'Aldara que le patient utilise lui-même. On peut aussi coaguler électriquement.
Et dans certains cas, on fait du laser, mais moi, j'aime pas trop le laser parce que c'est quand même très douloureux. Donc, mais ça demande des traitements. Il faut être très patient. Hein. Souvent, il faut 5, 6, 7 consultations avant vraiment d'éradiquer ce virus. Oui. 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 Bon, donc si on il y a une vaccination quand même, une vaccination. Oui, mais il faut se vacciner quand on n'a pas encore eu de rapport sexuel. Hein, voilà, il faut de 11 à 14 ans. On peut vacciner, et moi j'encourage quand même les patients, les parents à faire vacciner leurs enfants, parce qu'on voit quand même beaucoup de problèmes avec ce virus, et en particulier ça peut donner des cancers du col. Absolument, le fameux. Parce qu'il faut que la femme aussi soit vue, évidemment, par un gynécologue à l'extérieur, sur la vulve, mais aussi avec une colposcopie, c'est-à-dire un appareil qui rentre dans le vagin pour voir le col. Et souvent, elles ne sont pas vues par les gynécologues. Donc, on traite à l'extérieur, mais il reste des condylomes à l'intérieur sur le col. Bon, c'est pas très non. Bon, on va pas faire une émission joyeuse dans le plaisir, etc. Mais c'est important, je trouve aussi, de donner toutes ces informations grâce à vous, Patricia Martin-Lamante. En tout cas, vous pouvez répondre à peu près à n'importe quelle question sur les IST. Oui. Je crois que vous êtes notre spécialiste. On fait une petite pause et on va déjà écouter Nathalie dans un instant justement qui a envie de parler de tout ça avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel, 17h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Patricia Martin-Lamante, dermatologue et sexologue. Vous consultez à Paris et tout de suite au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions à poser. Nathalie est avec nous. Merci de prendre la parole. Vous vous inquiétez pour vos enfants, Nathalie ? Bonjour, oui, je m'inquiète parce que la prévention et le dialogue n'est pas toujours très aisé quand on a des adolescents. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Après, je suis d'accord avec vous, puisque je trouve qu'il y a moins de prévention pour le sida, il y a moins de campagnes. Il n'y en a plus pratiquement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. Non. Et pourtant, ça mériterait des campagnes de sensibilisation. Ah bah évidemment, aussi bien télévisées, des campagnes, bien sûr, radio, télévision, bien sûr, on devrait revenir aux campagnes précédentes, mais actuellement, il n'y a plus du tout de campagne anti-sida, pratiquement pas. Non, il y a même avant, il y avait aussi des concerts, des forums, on voyait ça à la télé, il n'y a plus non plus. Ah, c'est fini ça, c'est terminé. Comme si on avait oublié ou éradiqué complètement cette maladie, alors que malheureusement, on a toujours des gens qui sont infectés, bien sûr. Oui, parce que les chiffres sont largement plus faibles qu'avant, mais c'est pas anodin. Je crois que c'est 10 000 cas par an encore. C'est pas rien, quoi. 10 000 cas par an. C'est beaucoup. Je trouve que c'est un peu dommage, surtout que c'est quand même pendant toute sa vie un traitement qu'on doit suivre, comme si on avait un diabète. Évidemment, c'est un traitement lourd quand même. Ce sont quand même des traitements et puis très lourds. Ça coûte cher à la sécurité sociale. Mais je ne sais pas pourquoi on a abandonné les campagnes de prévention. Écoutez, le ministère de la Santé pourrait peut-être nous répondre, parce qu'en effet... On l'invite à nous rejoindre, pas de souci. On les invite. Mais en revanche, Nathalie, ils ont quel âge, vos enfants ? Alors, 13 ans. 13 ans, oui, donc il est 13 temps. 14 ans, donc ça démarre. Donc oui, il est temps de leur en parler. Je crois que c'est faites votre rôle de parents. C'est ça, tout doucement. Tout doucement, et comme je suis enseignante, je disais justement que on n'a plus ces campagnes d'affichage dans les lycées. On prévenait quand même, là, le programme EVARS qui est mis en place pour une sensibilisation, mais en même temps, on nous demande de faire ça sur nos cours, mais on n'est pas informé, on n'est pas préparé, on n'est pas formé. Et puis on a aussi le retour des parents qui, par démagogie, par idéologie, nous mettent en défaut, beaucoup, quand on... Oui. Sensibilisation, donc c'est vraiment pas facile. Mais vous avez raison, il serait facile de mettre des affiches ou même un petit fascicule, disponible dans les lycées. Les ados, ils savent prendre ce qui les intéresse. Tout à fait.
Mais c'est vrai que les parents, souvent, c'est un problème, parce que quand on a voulu, dans les écoles, les lycées, faire un enseignement de la sexualité, beaucoup d'associations religieuses nous ont dit que finalement, ils ne voulaient pas de ces pratiques, parce que, soi-disant, c'était une incitation à la débauche. Voilà ce qu'ils ont répondu. Alors que bien sûr, pas du tout. C'est préventif, c'est pour éviter certaines maladies. Ça n'a rien à voir avec... C'est comme si la sécurité routière nous incitait à rouler très très vite sur l'autoroute. Enfin, c'est totalement ridicule. Bah, évidemment. C'est pas parce qu'on nous explique les dangers de la vitesse qu'on va le lendemain exprès rouler très très vite. Bah, évidemment. Ouais. Tout à fait. Mais Tout à fait. D'ailleurs, je regardais dernièrement les chiffres des avortements. Parce que malgré ce qui est mis en place, il y a beaucoup d'avortements, des IVG. Ça baisse pas. Le nombre d'IVG ne baisse pas. Non. Et moi, j'y vois deux raisons. La première, c'est que de toute façon, la contraception diminue. Ah oui. Oui, beaucoup. Les jeunes femmes ont peur des hormones. Elles nous disent beaucoup qu'elles ont peur de l'hormonothérapie, que la pilule présente des dangers. Et certaines ont très très peur de prendre la pilule, contrairement à la génération précédente, les femmes prenaient la pilule sans problème. Et aujourd'hui, malheureusement, elles ont peur. Alors elles utilisent les préservatifs, mais un préservatif peut se rompre aussi. Et aussi, on a des grossesses. Oui, et puis s'il est mal mis. Oui, bien sûr. Oui. Et puis parfois on le met pas au bout de 3-4 fois. Exactement. On va pas le mettre, et c'est là où elles sont enceintes. Voilà. Et elles ont beaucoup recours aux méthodes chimiques pour avorter. Oui, c'est ça. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quand même une désinformation sur tout ce qui est d'ordre sexuel, quoi qu'on en dise. Il y a une désinformation parce que c'est devenu. Il y a un petit côté comme ça, parler de sexe, c'est pas bien, quoi. On est toujours le même problème. Oui. Allez-y, Nathalie. C'est devenu tabou. Oui, il y a un petit retour en arrière. Et donc, comme on n'ose plus trop en parler, ça fait qu'il y a une méconnaissance. Hein. Et du reste, les médecins ne sont pas assez formés pour parler de sexualité à leurs patients, pour entendre, au moins pour écouter déjà. Et les médecins... Et puis dans les établissements scolaires, il n'y a pas beaucoup de médecins scolaires, il n'y a pas beaucoup d'infirmières. Bien sûr. Il y a une pauvreté de ce côté-là, et donc ça conduit à une pauvreté aussi de la démarche de prévention. Ah oui. Du reste, pour revenir à vos enfants, il faut les encourager, s'ils ont 13 ans, à faire la vaccination contre le papillomavirus. Oui, c'est fait. Ah oui, c'est fait, bon d'accord, oui, très bien. C'est fait. Bon, super. C'est fait. Oui, puis bon, en ce qui me concerne, moi j'ai eu une très mauvaise expérience des préservatifs, puisque il y a eu à un moment donné des campagnes de préservatifs à 1 €. Bon, il y a assez longtemps. Oui. Et il y a quand même assez longtemps. Et donc, parce que moi j'ai mis mes enfants sur le tard, mais et cette campagne elle m'a toujours marquée, puisqu'en fin de compte, le préservatif c'est craqué. Hein. C'est bien 1 €, mais de mauvaise qualité. Ah oui, oui, parce qu'il était des préservatifs très fins, oui. C'était pas des préservatifs très... Oui, absolument. Et vous vous êtes retrouvée enceinte ? Non, pas du tout, heureusement. Il n'y a aucun souci. Plus de peur que de mal, mais waouh. Bon, ça coupe l'amour, hein, du coup, pour la conclusion. Hein. Oui, là, j'ai mal vécu ce jour-là, mais j'avais un compagnon super et on a tout affronté à deux, mais il n'y a pas eu de problème outre mesure. Non, mais vous en souvenez, ça fait partie des mauvaises expériences. Absolument. Oui. Non, mais le préservatif, de toute façon, c'est bon. On n'a pas, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé mieux. Mais c'est pas si évident que ça. D'abord, il faut savoir bien le mettre. Il faut le retirer au bon moment aussi. Et les jeunes hommes, ils sont pas toujours. Souvent, ils savent pas. C'est la femme aussi, enfin la partenaire qui va inciter l'homme à en mettre. C'est souvent les femmes qui ont des préservatifs dans leur sac. C'est souvent les femmes les hommes sont pas fans. Non. Alors, il y a une époque, il y a une époque où franchement les jeunes avaient des préservatifs sur eux et c'était vraiment rentré dans les mœurs. Oui, complètement. Et maintenant moins, beaucoup moins. Ouais. Oui, mais les jeunes femmes quand même sont plus, je pense, plus sérieuses entre guillemets. Enfin, je pense qu'elles ont. Et on en est où du préservatif féminin ? Ça, on n'en entend plus parler parce que. C'était pas facile à mettre, c'était assez cher, compliqué, c'est cher.
moi, c'était une bonne idée quelque part. Moi, j'y ai jamais cru, pour tout vous dire. Non. Moi, une fois que je je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, non, c'était pas très sexy, non, franchement. Non. Alors qu'à la limite, le préservatif masculin, bon, on peut en faire un petit jeu. Enfin, on peut arriver quand même à en trouver quelqu'un. Bon, voilà. Mais le préservatif féminin. Non, c'était vraiment non, franchement. Bon, bref. Bon, Nathalie, il faut juste un peu les prévenir gentiment, et puis voilà, leur dire que dès qu'on, moi, je crois qu'il y a un discours peut-être assez simple à donner à ces enfants. Je sais pas ce que vous en pensez, Patricia Martin-Lamante, mais la grippe, on l'attrape parce qu'on s'approche. Ah oui. Bon, c'est pareil. Quand on est très 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 proche, comme c'est le cas dans la sexualité, on attrape des maladies qui sont la grippe, mais aussi plein d'autres maladies spécifiques à la rencontre charnelle. Je crois que c'est comme ça qu'il faut expliquer ça aux enfants, non ? Tout simplement. C'est pas. Alors c'est vrai que c'est difficile pour les parents parce que souvent les adolescents n'aiment pas que les parents parlent de sexualité, quoi. Ils sont un peu timides par rapport à... Ils sont de plus en plus timides, du reste, je trouve. Oui, mais là je dis bien, on parle de rencontres charnelles, on n'est pas obligé d'utiliser le mot vagin, pénis. Il faut rester dans des termes très larges. Vous voyez, Nathalie, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut leur... Enfin, je pense que si vous êtes enseignante, vous saurez forcément. Et puis, il y a plus des moments pour. Et quand les moments sont là, c'est le bon timing, on le fait sans souci, il n'y a pas de problème. Mais il est temps de le faire. Oui. Oui, absolument. Oui. Bon, merci en tout cas Nathalie de cet échange. Vous pouvez vous aussi donner votre avis. Est-ce qu'il faudrait faire plus de prévention ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve avec le Sexo Conseil. Je vous propose le Temple de l'amour. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Patricia Martin-Lamante, on va parler du temple de l'amour. Donc, c'est vrai que on peut avoir un rapport sexuel qui ne soit pas spécialement programmé, certes, mais en général, faire l'amour, on sait qu'on va faire l'amour dans un endroit particulier quand on est en couple, et c'est peut-être pas mal quand même de temps en temps de se préparer et de mettre une sorte d'énergie à ce que le lieu où on va faire l'amour, eh bien, soit un petit peu plus particulier, et puis organiser ce décor, c'est déjà quelque part une sorte de préliminaire. En tout cas, ça fait fonctionner l'imaginaire et donc l'excitation. Alors, il y a des choses qui sont très simples à faire. Par exemple, il y a des bougies parfumées qui, à la fois, vont donner une lumière tamisée, qui en même temps vont dégager une odeur agréable. Il y a des parfums d'huile essentielle. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà au niveau de l'odorat. Et puis les draps, si c'est une couleur, par exemple des draps en satin rouge, ça peut donner un petit truc en plus quand même. Hein. Et puis il y a des matières qui sont plus sensuelles évidemment que le coton. Hein. Ensuite, on peut aussi mettre une musique particulière. Et là déjà, beaucoup de nos sens vont être en alerte, et donc ça va forcément déjà provoquer un peu de libido plus excitante. Et puis ensuite, on peut aussi apprendre, par exemple, prendre une douche ensemble, enfin faire quelque chose qui serait déjà voilà. Alors après, il y a évidemment les fameux massages. Moi, j'aime bien particulièrement les bougies de massage qui sont assez sympathiques pour créer justement ce décor. Bon, bref, je crois que c'est simplement de temps en temps de faire la surprise à l'autre qu'il y ait un lieu qui aura été préparé pour cette rencontre charnelle. Bien sûr, je pense que c'est très important, le lieu. Très important. Du reste, la lumière aussi, tamisée ou pas. Exactement. Il y a ceux qui préfèrent être dans le noir carrément, et ceux qui préfèrent la lumière vive. Mais des lumières tamisées, ça peut plaire à tout le monde, bien sûr, bien sûr. Et puis, figurez-vous que grâce à Passage du Désir sur Sud Radio, vous allez pouvoir gagner peut-être quelques accessoires de Passage du Désir qui vont vous permettre justement d'améliorer ce décor du lieu où vous allez pouvoir faire l'amour. Alors,
c'est le moment en tout cas de jouer avec Sud Radio et Passage du Désir. Vous pouvez gagner ce pack de 5 accessoires Passage du Désir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous commencez à le savoir, il faut envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS. Et donc l'un d'entre vous va gagner ce pack de 5 accessoires Passage du Désir. On retrouve Émilie. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Patricia. Bonjour. Alors, vous avez attrapé des IST. Ça, évidemment, c'est pas drôle. Oui, c'est ça. J'ai attrapé 2 IST avec 2 partenaires différents. Et en fait, c'était en pratiquant l'anulingus. Et le premier, c'était mon petit ami. Et on avait fait un test avant sur les IST. Lui, son médecin n'a testé que le sida. Et quand j'ai pratiqué l'anulingus avec lui, j'ai eu des boutons jaunes dans la bouche. Et voilà, c'était de l'herpès labial. Donc, j'ai eu des médicaments. Et maintenant, j'apprends à vivre avec. Et je me rends compte que ça se manifeste quand je suis fatiguée, donc je fais attention à ne pas m'épuiser. Et si je commence à ressentir de la douleur au niveau de la lèvre, je me dis qu'il faut que je lève le pied afin que ça finisse pas en un bouton jaune qui apparaisse. Voilà. C'est vrai que le virus ressort de son gîte ganglionnaire, parce que quand il est sur la lèvre, il vit dans un ganglion qui est ici au niveau du cou. Et herpès, en grec, ça veut dire... herpein, c'est le mot grec, ça veut dire ramper. C'est-à-dire que le virus rampe du ganglion, de la gorge, dans les terminaisons nerveuses, et il vient jusque dans la peau, et il ressort, on a les petits boutons sur la lèvre. Et évidemment, malheureusement, c'est chronique pour l'instant. Comme je disais tout à l'heure, on espère avoir des traitements plus définitifs, parce qu'aujourd'hui, alors pour l'herpès type 1, de toute façon, il faut mettre des crèmes, parce que les comprimés, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. C'est plutôt pour l'herpès type 2, c'est-à-dire l'herpès génital. Mais vous l'avez attrapé sur la lèvre. Oui, oui, c'est ça. Mais de toute façon, le virus, que ce soit le virus du sida, le virus du Covid, etc., on n'en vient pas à bout, les virus. C'est des trucs silencieux qui mutent, même le virus de la grippe, chaque année, on vaccine, mais c'est... c'est pas sûr, bien sûr, puisque le virus, en effet, mute, et donc on n'est jamais sûr de l'efficacité d'un vaccin. Autant on est, en ce qui concerne les bactéries, on a quand même suffisamment d'antibiotiques pour traiter, pour éradiquer les bactéries. Mais en ce qui concerne les virus, on est quand même encore, malheureusement, on n'a pas beaucoup de traitements. Oui, et donc on a quand même 2 virus, l'herpès et le sida, qui sexuellement peuvent s'attraper. Et une fois qu'on les a, on est obligé de se soigner. À vie. À vie, pour l'instant, oui. Oui, donc ça montre bien que la prévention est indispensable. Alors espérons que peut-être qu'avec la recherche, vu qu'il y a eu le Covid, peut-être que la recherche médicale va avancer dans le monde et qu'on trouvera des nouveaux traitements pour les virus. C'est ce qu'on espère tous. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à éradiquer un virus Le virus, c'est une petite... c'est une particule extrêmement petite, contrairement aux bactéries qui sont plus importantes. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est fou, parce que ça fait quand même... Ça fait longtemps, oui, bien sûr. Enfin, pour le sida, on a quand même des médicaments qui sont quand même... efficaces, qui sont au point, je sais bien. On n'a plus de problème avec le les gens ne meurent pas, théoriquement, s'ils sont traités. Moi, bien sûr, je suis, ils vont même très très bien. Je suis bien d'accord avec vous, mais ils sont obligés de continuer à prendre le traitement. Ils ne peuvent pas arrêter leur traitement. Donc c'est quand même lourd, d'être obligé tous les jours de prendre un traitement parce qu'on a un virus qui se balade dans notre corps. Tous les jours. Bon, en tout cas, Émilie, donc mauvaise nouvelle. Vous avez un intrus qui va rester en vous jusqu'au bout. Oui. Et alors en même temps, il peut rester très très silencieux pendant des années. Mais ça dépend. Les récidives sont variables. Dans certains cas, c'est des récidives, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. C'est variable. En fonction aussi de votre état de fatigue, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'encourage à prendre beaucoup de vitamine C. Ça aide un petit peu. Il faut prendre des bonnes doses de vitamine C tous les jours. Ça peut aider. En tout cas, c'est vrai, quand vous êtes fatigué, ça ressort. Ou quand vous avez un stress, ça ressort. Aussi, l'exposition solaire est très mauvaise pour le virus de l'herpès. Au soleil, si vous ne mettez pas d'écran. En fait, il faut mettre un écran sur le visage, mais aussi sur les lèvres.
Hein, c'est très important parce que sinon, ça fait ressortir l'herpès très rapidement. Hein. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas contagieux quand il est endormi. Ah non, bien sûr. C'est juste quand le premier, et en général, une fois qu'on en a eu un, on sent quand ça commence un petit peu. Ça picote, on sent un petit. Et là, en revanche, il faut faire attention, Émilie, parce que là, vous êtes contagieuse. Vous le savez, j'imagine. À force, avec les années, j'ai appris à repérer quand effectivement c'est ça, la douleur qui se manifeste sur ma lèvre. Voilà. Parce que c'est pas la peine d'en faire cadeau à qui que ce soit. Oui, c'est dégoûtant. C'est comme ça en même temps. Malheureusement, moi je crois qu'il faut aussi arrêter d'avoir une relation un peu plus honteuse vis-à-vis de ces infections, parce que quand on a la grippe, et si on a refilé la grippe à quelqu'un, on se sent pas coupable. Exactement. Si on a refilé l'herpès, on se sent coupable. En fait, c'est une infection comme une autre, on est bien d'accord. Une infection transmissible, sexuellement transmissible, c'est tout à fait la même chose qu'une angine ou qu'une grippe, voilà, bien sûr. Il n'y a aucune raison de se sentir coupable. Mais on se sent coupable en général. Oui, on va en vouloir à quelqu'un qui nous refile Alors, en même temps, si on est dans le couple et que l'autre nous file une infection sexuellement transmissible, on a quand même la preuve d'une infidélité. Donc là, je peux comprendre. Alors que la grippe, il n'y a pas de preuve. Oui. Bon, Émilie, vous voulez ajouter quelque chose ou pas ? J'ai attrapé autre chose avec un autre partenaire. Alors c'était un sans sexe, donc là c'est de ma faute. J'ai pris des risques et je me suis pas protégée. Et en fait, j'ai pratiqué l'anulingus et après j'ai eu des problèmes à la vulve. Je sais pas, il y avait des odeurs, des démangeaisons, des écoulements et j'ai fait des tests. Et j'ai fait un test anonyme pour les chlamydia qui s'est révélé positif. Et après, quand j'ai fait des tests nominatifs, ils se sont tous révélés négatifs depuis. Donc en fait, j'ai jamais eu de traitement et je sais pas si j'ai eu des chlamydia ou pas. Voilà. Le premier test était positif pour les chlamydia, c'est ça ? Oui. Et ensuite, il était négatif. Avec le même laboratoire ou un laboratoire différent ? Non, c'était un laboratoire différent. Moi, je vous encourage à refaire des tests avec encore un autre laboratoire pour quand même vérifier. Parce que si vous n'avez pas été traité, théoriquement, la bactérie, elle doit être toujours là. Si vous n'avez pas j'en ai fait plein des tests. J'en ai fait plein. À moins que vous ayez été capable de l'éliminer vous-même, ce qui est rare, mais peut-être pas impossible. Oui, si vous avez refait des tests et que c'est toujours négatif, a priori, oui, ça doit être ça. Sauf erreur du labo. Depuis donc depuis ce test positif anonyme, j'ai fait des tests, mais entre 5 et 10, parce que j'ai eu d'autres partenaires depuis, et ils se sont tous révélés négatifs. Donc je sais pas. Donc les écoulements se sont passés, vous n'avez plus du tout d'écoulements, c'est fini. C'est fini. Donc j'avais vu un gynécologue quand même et j'ai eu un traitement. Donc c'était pas pour le chlamydia, mais c'était pour les démangeaisons, odeurs et écoulements. Mais vous avez eu un traitement. Oui, voilà. Donc pas pour les chlamydia, mais pour autre chose. Oui, mais peut-être que alors s'il a donné un antibiotique, peut-être que cet antibiotique a eu aussi un effet sur les chlamydia. C'est possible, ça. Bon, en tout cas, si les tests maintenant sont négatifs, tant mieux, on peut penser qu'en effet, mais vous nous dites les choses par petits puzzles, comme un puzzle, hein, Émilie. Vous jouez avec nous. Hein. Bon, merci en tout cas. Faites un petit peu attention quand même, hein, maintenant. Vous avez payé pour apprendre, comme on dit. Oui, allez. Ça m'a servi de leçon. Hein, bon, très bien. Allez, on va continuer avec Vanessa dans un instant, qui voudrait éventuellement plutôt revenir sur la question des pratiques. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, avant de retrouver Vanessa qui va témoigner également, demain je vous précise qu'on sera avec Bruno Martin et Paul Devambre et on va parler des différences hommes-femmes et je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, Patricia Martin-Lamande qui est avec nous, vous êtes sexologue et spécialiste dans les maladies sexuellement transmissibles ou plutôt les IST, infections sexuellement transmissibles. Je vous propose qu'on écoute Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte, bonjour Patricia. Bonjour. Alors, vous avez fait des tests récemment, donc tout est négatif, je crois ? Oui, tout à fait. J'ai reçu les résultats la semaine dernière. Bon, donc ça c'est toujours rassurant, hein, quoi qu'on en dise.
Et alors, vous avez une relation à 3, c'est ça? Oui, alors j'ai un partenaire. Maintenant, on va dire que je le laisse pratiquer avec les filles qui me présentent, et je fais plus vraiment quelque chose avec. Mais au début, ça arrivait que il fasse l'amour avec les deux, la partenaire et moi. Mais systématiquement, parce que comme il estimait que c'était des femmes qui étaient divorcées depuis longue date, il risquait rien, sauf que ces demoiselles, elles ont toutes la même histoire, c'est quand même des maris qui les ont trompées. Alors, est-ce qu'ils les ont trompées avec des personnes saines? Moi, je reste dans le doute. Donc souvent, avec l'autre partenaire, il ne met pas de préservatif, mais quand on faisait l'amour tous les deux, par contre, là oui, moi je lui demandais de mettre un préservatif par contre. Et quand vous faisiez l'amour donc avec lui et une autre femme, oui. Est-ce qu'il passait de l'une à l'autre? Alors, il commençait par l'autre partenaire. Et généralement, ça arrivait qu'ils viennent après avec moi avec un préservatif, pas forcément en finissant avec moi, mais en repartant avec l'autre partenaire, en enlevant le préservatif et en finissant avec l'autre partenaire. Donc là, on voit qu'il y a une précaution qui est bien. Ah oui, oui. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est d'une partenaire à l'autre, si même des champignons ou des choses pas très graves, mais ça va circuler facilement. Ah oui, c'est sûr. Ça peut circuler évidemment, mais alors avec l'autre partenaire, il n'utilisait pas de préservatif, c'est ça? Alors voilà, parce qu'il leur faisait confiance, mais moi je veux bien, mais il y a eu des maris qui les ont trompés. Non, mais vous avez bien fait d'exiger que vous ayez un préservatif, vous. Tout à fait. Après, moi j'ai d'autres, il m'arrive d'avoir d'autres amants, mais chacun m'a présenté des tests négatifs, et on va dire que je suis plus ou moins la seule maîtresse quand même. Voilà. Plus ou moins. J'espère. Mais après, c'est des donneurs de sang la plupart. Je me dis que quand ils sont donneurs de sang, il reste quand même des gens sérieux. Oui, mais ça dépend quand est-ce qu'ils ont fait un don de sang. Parce que entre le don de sang et après, ils ont pu avoir peut-être des rapports. Et puis c'est toujours pareil, le don de sang, on fait le test du sida, c'est tout. Oui, oui. On fait pas d'autres tests. Donc. On fait pas les autres MST, on fait que le test du sida. Ouais. Oui, mais après, ils m'ont présenté des tests où ils ont fait des prises de sang plus complètes. Moi, il y avait les hépatites, la syphilis, C'était récent? C'était des tests de quand? Moi, là, par exemple, les derniers, oui, c'est tout. J'ai fait chlamydia. Mais mais eux? Ah, aussi, oui. C'était récent? Oui. Assez récent, ouais. Assez récent. Mais qu'est-ce que vous appelez récent, Vanessa? Le mois dernier. Un mois? Oui. Un mois, on peut s'infecter entre-temps. Hein. Oui, mais si on va par là, du coup, autant utiliser le préservatif tout le temps. Bien sûr. C'est mieux. Personne. Oui, non, mais après Vanessa, moi je comprends tout à fait. À un moment donné, on peut se faire confiance, mais on ne peut pas, nous, en tant que responsables, on ne peut pas dire que vous ne prenez aucun risque. Parce qu'un test fait il y a un mois, même s'il vous dit que vous êtes sa seule maîtresse, ok, mais c'est sa parole, c'est pas une garantie 100%. Tout à fait. Donc après, vous prenez le risque que vous prenez. Hein. Moi, je donne de leçons à personne. Mais il est bien évident que la seule protection, quand on n'est pas totalement sûr, c'est le préservatif. Et comme vous le dites très justement pour les autres femmes avec lesquelles cet homme fait l'amour, si elles ont eu des maris infidèles, on sait très bien que dans l'infidélité, c'est là où les protections sont les moins souvent utilisées. Et comme si il y avait une sorte comme ça de pulsion qui fait qu'on oublie tout, et notamment le risque. Alors que c'est vraiment dommage parce que une infidélité où en plus on a attrapé une IST, c'est ramener ça à la maison et c'est franchement
Enfin bon. Après, ça m'est arrivé de voir un compagnon qui avait des tests complètement négatifs partout et finalement, ayant passé le week-end chez lui, m'appelle, il me dit j'ai ça comme symptôme donc sur son sexe. Moi, je l'avais déjà vu sur un autre partenaire, ça ressemblait à une mycose et moi, j'avais aucun symptôme. Donc, j'ai quand même été voir mon médecin et moi, pourtant, je n'avais rien. Alors, est-ce qu'entre-temps, parce qu'il me l'a annoncé le mardi ou mercredi, je l'avais vu dans le week-end, est-ce que c'est une autre situation qui a fait qu'il aurait attrapé... Vous pouvez pas être sûr, parce que quand il y a une rougeur sur la verge, en effet, ça peut être un champignon, ça peut être une mycose, mais dans certains cas... Ce n'est pas une mycose et c'est ce qu'on appelle de l'eczéma. C'est-à-dire que si la personne a une activité sexuelle importante, il y a des frottements sur la peau de la verge et la peau peut rougir simplement à cause des frottements. Et donc là, ça n'est pas contagieux. Et c'est pas alors, une on peut pas IST. savoir. Là, il faudrait faire un prélèvement pour savoir. C'est sûrement possible parce qu'effectivement, on a eu un week-end un peu intense. Ah oui, alors, si vous n'avez rien attrapé... Voilà, ça pouvait être... Probablement qu'il n'y avait rien. Parce qu'il y a souvent des erreurs comme ça de diagnostic, c'est-à-dire que des personnes sont traitées pour une mycose, alors ça c'est très fréquent, hein, alors que finalement ça n'a rien à voir avec une mycose. Alors ils mettent des crèmes antimycosiques qui ne font qu'aggraver la question du reste. Oui, parce que c'est c'est pas du tout une mycose, c'est de l'eczéma, donc ça se traite autrement. Ça se traite avec un corticoïde local. Et quelle est la différence de symptômes entre l'eczéma et la mycose ? Pratiquement pareil, c'est rouge, c'est irrité, c'est rouge, ça se ressemble quand même beaucoup. Et j'imagine que la plupart des hommes, quand ils ont des rougeurs sur la verge, ils viennent vous voir en courant. Ils viennent, oui, ça c'est très bien. Ça c'est très bien qu'ils viennent vous voir en courant. C'est pas ce que je veux dire, mais ils pensent d'abord ils mycose pensent toujours à l'infection. Ben, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les femmes aussi, si elles ont une rougeur sur la vulve, c'est pareil, ça y est, elles pensent qu'elles ont été infectées. Alors que pas forcément. Pas forcément, oui. Alors que les symptômes les plus fréquents quand il y a vraiment quelque chose, c'est des écoulements, il y a aussi des pertes chez la femme. Douleurs, les odeurs, et les odeurs aussi. Et les odeurs, oui. Quoique les chlamydiés, par exemple, il n'y a pas d'odeur. Ça dépend. C'est quand même encore très très mystérieux tout ça. Hein. Ah bah oui. Bon, en tout cas, Vanessa, vous semblez assez raisonnable quand même. Oui, je fais attention, je reste prudente. Un nouveau partenaire, si j'ai pas la preuve d'un test assez récent, ça reste le préservatif. Mais vous voyez, moi, je vous entends, un test assez récent, ça veut pas dire grand-chose. Un nouveau partenaire, prenez pas de risque. Sincèrement, il est toujours temps après d'enlever le préservatif si vous avez une relation avec laquelle vous vous installez, que vous sentez que vous pouvez un peu faire confiance. Mais moi, je crois il faut pas faire confiance d'emblée, quoi. Il faut surtout pas faire confiance d'emblée. Ah oui. Oui, mais on va dire que les tout nouveaux partenaires, généralement, j'exige le préservatif. Ils n'ont pas leur test et ils se baladent pas avec leur test sur eux non plus. Donc, non, et puis même quelqu'un qui se balade avec son test, c'est presque un peu suspect, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'examen pour ne pas mettre le préservatif. Faut se méfier de ça aussi. Il y a des hommes qui sont malins et qui vont se balader avec un test qui sera faux et comme ça, ils auront la bonne excuse pour pas mettre le préservatif. Hein, on les connaît les hommes. Ah oui, il faut. Bon, surtout que j'imagine, Vanessa, vous savez mettre un préservatif sur un homme, pour un homme. Oui, et j'ai testé le féminin aussi d'ailleurs. Alors qui est bien plus agréable pour monsieur, parce que souvent les préservatifs sont pas forcément adaptés au gabarit. Et donc quand c'est des gabarits un peu hors normes, on va dire, ils n'ont pas toujours des préservatifs adaptés. Et oui, donc, enfin. le féminin pour eux est beaucoup plus agréable. Pour eux, oui, mais pour vous, c'est un peu difficile, non? Vous aimez bien? C'est le maître qui est plus compliqué. Mais c'est ça. Le maître, c'est très compliqué. C'est quand même compliqué. Mais enfin bon, ça montre que vous connaissez bien votre anatomie génitale, parce que il y a des femmes qui seraient incapables de le mettre. Ouais. Déjà. Oui, non, mais après, oui, bon, ça m'a pas paru si compliqué à mettre non plus.
Mais après, j'avoue, c'est cher, 3 préservatifs, 15 € quand même. Oui, c'est cher. Et puis, c'est pas si simple à mettre que ça quand on n'est pas trop habitué. Et ensuite, c'est pas très agréable quand même, je trouve. Enfin, ça fait du bruit. Oui, aussi. Oui, c'est un peu bruyant. Non ? Un peu bruyant. Oui. Là, c'est un peu bruyant. Alors, évidemment, pour le partenaire, c'est bien, quoi. Pour l'homme, évidemment. Il n'a pas de préservatif. Voilà. Pour lui, c'est mieux. Oui. C'est sûr. Mais la femme, bon, c'est quand même problématique de le mettre. Mais l'idéal, c'est d'apprendre aux femmes à mettre le préservatif sur l'homme. Et puis comme ça, au moins, tout le monde se protège. Et puis, voilà. Et puis bon, cette histoire que ça sert un peu pour l'homme, il faut peut-être pas exagérer non plus. Aujourd'hui, ils sont quand même très fins, les préservatifs. Il y en a de plusieurs tailles. Après, j'en ai toujours sur moi, et ceux qui ont besoin d'un gabarit différent, ils en ont toujours avec eux, généralement. Oui. Donc, des XXL. Oui. Voilà. Généralement, ils savent les avoir avec eux pour pas être embêtés. Sinon, la plupart du temps, ils les mettent pas. Oui. Ah oui. Non, mais j'ai quand même... Et à vouloir essayer de les mettre, et non, mais ça marche pas, c'est trop petit, donc c'est pas grave, on fera rien. Voilà. Enfin, on voit bien dans les témoignages qu'on entend depuis 14 heures que le préservatif, il est quand même un peu moins systématiquement là qu'il y a une dizaine d'années. Hein. Ah ouais. Donc, moi, j'en ai tout le temps, un peu partout, dans la voiture, dans mon sac à main, et j'en propose à ma fille qui a 16 ans. Bon, quand elle me dit, mais maman, j'ai 16 ans, je veux pas encore faire quoi que ce soit, je fais, mais oui, mais il faut toujours en avoir sur soi au cas où. Voilà. Après... Oui, enfin bon, vous lui en avez parlé, maintenant ça va, elle est au courant, laissez-la tranquille aussi, elle verra bien quand elle sera bien. Vous savez, les ados, Vanessa, une fois qu'ils ont entendu le message, ça s'imprime très très bien, le cerveau de l'adolescent, il imprime très 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 bien, mieux que celui de l'adulte d'ailleurs, donc ne vous inquiétez pas, elle est au courant, elle sait, et elle s'en servira quand elle en aura besoin. En tout cas, merci de votre témoignage, Vanessa, et soyez prudente. Je vous propose une petite devinette avant les infos. Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Quelle est la différence entre une dinde et une poule ? Évidemment, la réponse se veut humoristique et évidemment, je ne vous demande pas un cours d'anatomie des lycées. Allez, on fait une petite pause. Vous avez envie de poser des questions à Patricia Martin-Lamante. Peut-être qu'il y a des petites choses que vous ne savez pas parce qu'on n'est pas tellement informé finalement sur les IST. On a une information comme ça générale, mais pas tellement dans les détails. Et justement, profitez-en puisque vous pourrez avoir toutes les réponses grâce à Patricia Martin-Lamante. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous avons la chance d'avoir Patricia Martin-Lamante avec nous. Vous êtes dermatologue, sexologue et spécialisée dans les IST. Il n'y a pas grand monde, finalement, qui est très spécialisé comme vous. Il y en a, mais c'est pas si fréquent. Je sais que c'est parfois ce qu'on peut reprocher. Vous l'avez dit d'ailleurs déjà, le nombre de faux diagnostics. Et c'est quand même un peu embêtant parce que ça traîne quand on n'est pas tout de suite soigné. On a Tom qui veut réagir, mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une dinde et une poule ? Bon. La poule, elle attend l'homme au bar, et la dinde, elle l'attend à la maison. D'accord. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Bonjour Tom. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Patricia. Bonjour. Alors, j'ai pas pu écouter depuis le début, j'ai pu écouter le dernier témoignage, et en fait, j'ai beaucoup de questions. Eh bien, allez-y, profitez-en. Ouais, parfait, et notamment par rapport à mon expérience dans le libertinage aussi. Je trouve, là par exemple, je suis sur le Google, j'ai regardé période d'incubation IST, j'ai plein de tableaux qui disent pas forcément tous la même chose sur Internet. Donc déjà, par exemple, est-ce qu'il y a un organisme officiel, ou enfin, quelle est la référence pour voir les périodes d'incubation des IST ? Première question. Allez-y, Patricia. Ah oui, malheureusement, les périodes d'incubation, c'est assez flou parfois.
d'un organisme à l'autre, d'une publication à l'autre, c'est pas toujours la même réponse. Oui. Ouais. Vous avez vu des temps différents, c'est ça? Oui, des fois, il y a des personnes qui peuvent mettre 2 semaines, des fois ça peut être 7 jours, des fois il y a... Voilà, c'est assez flou, même pareil pour tout ce qui est contamination. C'est assez flou, oui. Je suis d'accord, c'est flou. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que malheureusement, donner des chiffres trop précis... On devrait avoir des chiffres précis, mais en fait, non. Ça dépend donc de l'état de la personne aussi. Par exemple, si elle est immunodéprimée, si elle prend des médicaments qui dépriment son immunité, elle va attraper beaucoup plus vite toutes les maladies, de reste. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Ça dépend de chaque personne. Mais vous savez, Tom, moi, c'est un sujet que je connais un peu quand même, beaucoup moins bien que Patricia, évidemment. C'est très complexe, hein, les IST. Je trouve que c'est vrai. Alors, déjà, la maladie d'un individu à un autre, on sait que c'est très complexe. Hein. Il y a des gens qui attrapent jamais la grippe, et puis il y en a qui tous les hivers l'attrapent. Donc, on voit bien que la réaction au virus, ça dépend beaucoup de l'immunité de quelqu'un. Ah ouais. Mais alors, concernant les IST, moi je trouve qu'on est vraiment, enfin c'est assez, on n'a pas beaucoup d'informations très sérieuses, donc profitez, Tom, de poser toutes les questions que vous avez envie de poser, allez-y. Justement parce que quand on est dans le libertinage, on peut discuter un peu de tout, même des IST, il n'y a rien de tabou, et du coup chacun ramène sa Bible et sa science. Ah, bien sûr. Et on entend de tout et de rien. Par exemple, moi je me dis, quelle est la fréquence idéale d'un dépistage? Parce que des fois on peut dire tous les 3 mois, 6 mois. Je me dis avec des rapports protégés, je parle. Je me dis plus régulièrement. En plus maintenant, alors c'est peut-être en abusé, mais maintenant c'est gratuit, donc il n'y a pas de raison de ne pas se dépister. Et c'est surtout le fait de se dire, moi ça me fait toujours rigoler quand les gens, par exemple, ils reviennent du Cap d'Agde pendant l'été, ils disent j'ai fait un test IST, c'est bon, je peux continuer à jouer sans aucun problème. Mais sauf que quand ils reviennent, il y a une période d'incubation qui est de 7 jours, 2 semaines ou autre, avant de pouvoir dire je suis totalement clean. Ah évidemment. Voilà, et donc il y a beaucoup de personnes... Alors la question précise qu'il faut poser peut-être, Tom, si vous me permettez. Ouais. On s'est amusé au Cap d'Agde, on s'est amusé, etc. Certes, on a mis un préservatif, mais bon, on sait très bien qu'il peut toujours y avoir un échec de préservatif, etc. On rencontre quelqu'un avec qui on a envie de s'engager sérieusement. On fait les tests. Combien de temps entre le moment où, quel est le temps de fiabilité, c'est-à-dire au bout de, je sais pas, vous voyez. C'est très imprécis, ça. D'accord. Bon, on continue. Il n'y a pas de réponse. Ça dépend si on a eu des rapports. Il faudrait presque faire un test et puis en refaire un au bout d'un mois. Ah oui, bien sûr. Et si pendant, et en étant pour le sida, évidemment. Il faut faire un test et un autre test 3 semaines ou 1 mois après, normalement. C'est ça, d'accord. Ah oui. Temps exclusif, etc. De toute façon, pour se dire. Voilà, c'est ça. On reste tranquille pendant 1 mois et on a fait un test et on en refait un mois après. Et là, normalement, oui. Et là, normalement, on est sain et sauf. Normalement, oui. D'accord. Tout à fait. Ouais. Bon. Après, j'avais encore Allez-y, oui. Partage d'expérience. Dans la deuxième question, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent malgré tout que ce sont certaines IST, peut-être je crois la gonorrhée, ça pourrait quand même passer à travers les tissus du préservatif. Ou d'autres IST qui pourraient, ou alors on c'est sûr à 3000% qu'il n'y a rien qui peut passer à travers le préservatif. Non, ça passe pas à travers le préservatif. Non. On entend des choses comme ça aussi. Ah non. Personnes qui l'affirment. Non, mais passe pas à travers. C'est toujours pareil. S'ils ont mal mis le préservatif, vous voyez, c'est pour ça qu'ils pensent que c'est parce que c'est passé à travers. Ah oui, mais ça passe pas à travers, c'est sûr. Moi, j'en suis persuadé aussi. Après, non, ça c'est une fausse information. À l'antenne, et au moins comme ça, l'information est véhiculée. Et ensuite, j'avais 2 choses. Effectivement, tout à l'heure, on parlait des rougeurs sur la verge, etc. Oui. Et ça m'est arrivé, je devais aller à une soirée et j'ai pas pu y aller parce que je commençais à avoir des rougeurs. Oui. Je me suis inquiété et en fin de compte, j'étais sous antibiotiques à fond. Oui. Et donc j'avais été voir pharmacie, tout ça, j'avais rien au niveau des IST. Et en fin de compte, c'était a priori une réaction suite aux antibiotiques. Donc, vous avez une mycose? Sûrement. Vous avez mis un traitement antimycosique, un traitement. On m'a donné de l'éconazole. C'est parti avec l'éconazole, ça veut dire que c'était une mycose. Parce que les antibiotiques déséquilibrent la flore et peuvent provoquer une mycose. Voilà. Ça, c'est classique. Mycose aussi dans la langue, dans la bouche, sur la langue, aussi autour de l'anus. Voilà, les antibiotiques peuvent provoquer des mycoses. Sur les muqueuses. Sur les muqueuses, oui.
Et du coup, c'est pas forcément une IST. Bah non. Ah non. Voilà. Parce qu'on pourrait croire qu'à chaque fois qu'on va voir quelque chose, ça peut être une IST, alors qu'en fin de compte... Et pas toujours une IST, non, non. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est en discutant avec la pharmacienne, quand je dis, mais j'ai pris ça comme antibiotique, elle fait, ah ouais, ok, bon. Ah oui, vous avez compris, c'était post-antibiotique. Ouais. Et en discutant avec d'autres amis libertins, bah, ils ont vécu le même symptôme, et parfois, pour eux, c'est même tabou d'en parler, parce qu'on de toute façon, je suis pas allé à cette soirée-là, mais se dire, j'ai des rougeurs, etc., alors que finalement, si on arrive à en parler librement, on arrive à recouper le fait que antibio, ça peut créer quelque chose. Ah oui, il faut en parler, bien sûr, il faut en parler avec vos pharmaciens, vos médecins, enfin tout le monde. En même temps, quand on a une rougeur, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, autant éviter... Tout à fait. Ah oui, autant éviter d'avoir des rapports sans préservatif quand on n'est pas sûr. Hein. Exactement. Ah et oui. ensuite, tout à l'heure, vous parliez, Brigitte, tout ça, des tests IST. Et effectivement, donc, moi qui suis sur Wild, qu'est-ce que ça m'énerve de voir dans la description des gens maintenant, depuis plus d'1 an, on voit test IST à jour, test IST à jour, c'est des insupportable. témoignages. Et non, mais le pire, c'est que les gens mettent test IST à jour 25 novembre, par exemple, 2024, dans leur description. C'est-à-dire qu'ils le mettent une fois pour faire bien. Après, on voit qu'ils ont des témoignages, donc ils sortent toujours. Mais ils l'ont juste mis là comme ça. Il y en a même certains qui postent leur test IST, qui les postent. Alors, sachant qu'on peut faire avec, on peut Photoshop, on peut tout modifier, etc. C'est comme vous disiez tout à l'heure, il suffit de se balader avec un test IST à la main. Et en fin de compte, ça devient un phénomène de mode de dire on est clean. Et même des organisateurs de soirées disent pensez à vous tester ou venez aux soirées avec un test IST de moins de 3 jours et ainsi de suite. Ça devient vraiment n'importe quoi, en fin de compte. Je trouve que il y a des grosses dérives là-dessus. Comme si c'était maintenant qu'il fallait se tester au niveau des IST et pas avant. Et il faut. Mais vous savez, Tom, ça me fait penser toujours pareil aux gens qui sont fatigués, qui préfèrent prendre un stimulant plutôt que de se reposer. C'est-à-dire que on en est à une société où on prend n'importe quel médicament plutôt que de faire attention à soi. Et c'est pareil là, on fait faire des tests puisque c'est gratuit. En plus, ça coûte rien, plutôt que d'acheter un préservatif et d'être responsable. Ouais, non mais c'est ça, voilà. Après, il y a toujours des dérives et voilà, ce qu'il faudrait juste faire passer comme message, puisque vous êtes, vous communiquez avec ces gens-là, faire passer comme message que de brandir comme ça son test, ça fait pas très responsable. Non, et puis après, j'allais dire, en soi, c'est aussi c'est notre vie privée, quoi. On est responsable, effectivement. Avant, on le faisait pas, tout d'un coup, il faut le faire, et maintenant, des fois, les gens l'exigent. C'est incroyable, quoi. C'est le principe de sécurité, vous savez, qui fait que on doit plus être malade, on doit plus rien avoir. On est dans une société un peu comme ça. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, merci de ce témoignage, Tom, parce que vous avez dit beaucoup de choses qui peuvent aider ceux qui nous écoutent. Et je crois qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas fait une émission sur la prévention et je pense qu'on a du boulot. Du boulot. N'est-ce pas, Tom? Tout à fait. Merci en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant où on continue à faire notre boulot. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Patricia Martin-Lamante, on va faire un petit pas de côté avec notre C'est maintenant et Bobby qui va témoigner et qui va nous raconter quelque chose dont il n'a peut-être jamais parlé, mais qui est quand même en lien avec le sujet du jour, je crois. Hein, Bobby, bonjour. Oui, bonjour à vous et votre invité, oui. Effectivement, oui, il y a un direct, j'ai rencontré d'une manière complètement fortuite il y a 2 ans et demi une personne étrangère qui est une travailleuse du sexe. Mais enfin, je veux dire, vous l'avez rencontré professionnellement ou par ce qui était comique, c'est que en fait, moi, j'arrive dans une résidence pour des raisons professionnelles, pour faire une vacation, en fait, et en passant devant sa porte, elle ouvre la porte, elle me dit bonjour, elle croit que je suis un client. Alors moi, je vais à l'appartement juste à côté. Et donc là, la situation était un peu insolite, oui. Voilà, c'était surprenante. On a éclaté les rires tous les deux. Et puis, j'ai pris dans les bords, on a plaisanté un peu, et puis on est resté ensemble 1 heure ou 2.
D'accord, donc en fait, vous avez flashé un peu l'un pour l'autre dans des circonstances en effet assez curieuses. Mais j'étais un peu timide et emprunté de la situation parce que il y a quand même beaucoup l'ayant connu après beaucoup de valeurs et de respect, etc. Donc je m'étais senti même mal à l'aise quoi, de se tromper comme ça. Et pour autant, on a tout de suite flirté, quoi. Et puis ça a duré 2 ans et demi. D'accord. Et donc c'est fini aujourd'hui. On a vraiment un très mauvais son là. On va essayer. Marie va nous sauver. Elle va essayer de faire quelque chose. Et voilà. Alors. Justement, puisqu'on parle des travailleuses du sexe, elles sont en général responsables. Franchement, je pense que à part celles qui malheureusement sont dans des circuits mafieux et qui sont les 3/4 du temps complètement droguées. Et là, moi, je ne conseille pas à qui que ce soit d'avoir une relation avec ce genre de femmes, mais les travailleuses du sexe en général. Elles font très attention. Elles sont très très précautionneuses. Oui. Voilà. Bobby, je crois qu'on vous retrouve un peu mieux. Allez-y. Oui, ça y est. Oui. Bon. Donc, je posais la question, c'est fini, là, vous n'êtes plus ensemble ? Du fait de retour dans son pays, c'est la distance qui a fait qu'on ne se voit plus physiquement, on continue à s'appeler, on s'envoyait des vidéos quasiment quotidiennement. Mais donc, ça devient une relation d'amitié ou ça reste une relation affectueuse avec l'espoir de vous revoir ? On est plus sur de l'affect et du sentiment. On est vraiment allé loin dans leur approche rapidement. On faisait des visites quand elle était dans ma ville avec sa famille pour qu'elle me présente à sa famille. Il y avait vraiment une notion vraiment de tradition. Tu es mon homme, etc. Il n'y a jamais eu de, je suis pas né de la dernière fille. Il n'y a jamais eu de notion d'argent. Donc ça c'était clair. Et là, c'est juste mais alors, oui, mais attendez, on peut. C'est pas parce qu'on est travailleuse du sexe qu'on peut pas tomber amoureuse. Hein, donc je ne mets pas en doute les sentiments qu'elle a eu pour vous. Mais pourquoi elle est partie alors si vous étiez bien tous les deux? Parce que là-bas il y a la famille et un enfant. Ah. D'accord. Alors elle est venue un peu en France pour gagner un peu sa vie, c'est ça? Ça, ouais, complètement. Oui, et donc de là où elle vient, si on va aller un peu plus haut que le panier moyen du confrère, on va dire, culturellement, c'est pas choquant d'aller faire ça en Europe et de revenir pour remonter dans une qualité de vie et payer les études de l'enfant, quoi. Bien sûr, oui, non, mais moi j'ai toujours eu un certain respect pour ces femmes qui vont être travailleuses du sexe à un moment donné pour nourrir la famille ou enfin bref, parce qu'il y a des pays en effet où c'est compliqué. Bien sûr, c'est pas la question. Mais alors dans notre rubrique à cette heure-là, c'est une rubrique où justement on dit quelque chose qu'on a besoin de dire ou qu'on n'a peut-être jamais dit, ou qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à C'est maintenant? Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est pas un sujet qu'on peut évoquer. On peut pas parler de ça à ma famille. J'ai tenté d'évoquer ça à un de mon meilleur ami proche. On était tout de suite dans le cliché. Elle est intéressée par ton argent. Oui, tout de suite, on est dans des clichés. On n'a pas de dialogue comme on peut l'avoir avec vous, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que vous avez envie de parler de cette relation, mais malheureusement, si vous en parlez à vos proches, vous êtes obligé de taire le métier qu'elle faisait, c'est ça? Même sans ça, c'est tout de suite, même si on ne vient pas sur ce sujet du métier, tout de suite en disant tiens, j'ai une personne étrangère qui est ici chez moi, on va faire une balade. Ah bon, de où? Tu t'évoques l'Amérique du Sud. Ça y est, tu t'es fait plumer sur Internet. Ça y est, t'as rencontré une petite jeune pour prendre ton argent. Voilà, sans évoquer le métier. Donc c'est ça qui fait que inversant, même elle était contente que je sois pas du tout sur le jugement de ça, parce que c'est pareil, dans sa posture, j'en parle à qui, à quoi, même la famille était aussi dans l'ignorance, hein, donc des deux côtés, il y a une généralisation de... Oui, bien sûr, mais c'est toujours difficile
Mais ça veut dire quand même que les gens jugent avant même d'essayer de comprendre. Mais peut-être que c'est à vous aussi d'affirmer votre amour avec un tout petit peu plus de fermeté. Quand je dis courage, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste dans le sens où on affirme les choses sans avoir peur de ce qui va en découler. Et à ce moment-là, curieusement, les gens n'osent rien dire. Ouais. Mais ayez confiance en vous, en effet. Et ayez confiance, en effet, il y a de l'amour entre vous et cette femme. Il faut faire confiance à cette relation amoureuse et puis ne vous préoccupez pas trop de la vie des autres. Parce que si vous avez envie qu'elle revienne ou que vous puissiez avancer ensemble, il faut avoir le courage de vous affirmer parce que vous allez forcément rencontrer toujours autour de vous des réactions comme ça. Hein. Il y a le stress sur le choc culturel il y a un peu d'écart d'âge, il y a 15 ans de moins, donc ça peut amener à ça dans tous les cas. Mais vous savez ce que j'entends dans votre témoignage en sous-texte, c'est que vous êtes, vous assumez pas trop parce que vous avez peur justement du qu'en dira-t-on, et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à dépasser. Parce que de toute façon, oui, vous allez être confronté à ça. Oui, mais si vous ne vous affirmez pas, la relation, elle sera forcément à un moment donné abîmée. D'accord, ouais. Donc on va voir ça. Mais dès que, vous savez, c'est comme ça dans la nature humaine. Dès qu'on fait un petit pas de côté, obligatoirement, on va avoir des personnes qui vont nous juger. Mais si on fait le pas de côté, la tête haute, en étant bien aligné, curieusement, on n'a pas tellement de réflexion. Et je sais de quoi je parle. Ah oui, oui. Donc, affirmez-vous si vous croyez à cette relation, et si elle y croit, et si vous sentez que... Affirmez-vous, et vous verrez, ça vous fera... Vous êtes porté par l'amour que vous lui portez. Donc profitez de ces ailes que ça vous donne pour vous affirmer. Et vous verrez que ça vous affirmera aussi dans votre quotidien et dans votre vie tout court. C'est vrai que ce que vous dites de m'affirmer, je suis quand même quelqu'un avec un tempérament quand même un peu sanguin et chaud aussi. C'est pas par hasard que on est tombé d'accord avec ces culturatina. Le jour où j'ai raccompagné à la gare, j'ai croisé un ami qui dit « Ah, t'as pas l'air d'aller ». Je dis « Ben non, j'ai raccompagné ma petite fiancée que je vais certainement pas voir pendant très très longtemps ». « Oh, t'as rencontré une fille à l'étranger, toi aussi ?»« Bah ça y est, tu t'es aussi fait avoir sur Internet. » C'était le premier. Je dis « Mais de quoi tu me parles ? T'es déjà un jugement de quelqu'un que tu ne connais pas. » « Oui, mais c'est bon, je vois bien, je me doute bien. » Donc, c'est vraiment obtus, hein. Peut-être qu'il était jaloux, tout simplement. Mais de toute façon, vous lui auriez dit « Écoute, je ne te permets pas de la juger, c'est la femme que j'aime. » Je vous assure qu'il aurait fermé sa bouche. Parce que j'ai fait, j'ai sorti. J'ai dit, regarde, de quoi tu me parles? J'ai sorti une photo de WhatsApp. J'ai regarde, voilà, le contact de la personne que je viens de ramener. Je suis pas sur un site, etc. Elle a, alors bizarrement, un mal basique. Il y a juste le site, le physique, et a été impressionné. Et là, il s'est tué, effectivement. Non, mais c'est pas besoin de la montrer comme un trophée. Affirmez-vous dans l'amour que vous lui portez. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas à subir la moindre critique de qui que ce soit d'autre. Et c'est ça le courage. C'est dans ce sens-là que je parle de courage. D'accord ? Okay. Merci Bobby en tout cas d'avoir échangé avec nous, et je vous souhaite vraiment que vous puissiez vous retrouver. On fait une petite pause, le temps de me rendre compte que je me suis trompée. Tout à l'heure j'ai parlé du sexo conseil, donc là maintenant je vais vous faire un love conseil. On va parler de la bonne scène de ménage. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 Brigitte Lahaie Sud Radio, le sexo conseil. Alors, donc, c'est un love conseil. Hein. Vous avez eu le sexo conseil tout à l'heure. Et ben maintenant, c'est le love conseil. De temps en temps, il faut faire les choses à l'envers. Hein. Voilà, ça s'appelle un 69, tout simplement. Bon, alors, Patricia Martin-Lamante, oui. La scène de ménage. La scène de ménage dans un couple, c'est bien.
c'est bien à condition, à condition qu'elle soit bien menée. Il paraît qu'on augmente même la longévité lorsqu'on sait se disputer dans un couple. C'est normal, hein, puisque ce qui est dit, ça sort de soi, et donc ça ne provoque pas des ravages à l'intérieur de soi. Alors, comment faire une bonne scène de ménage ? Eh bien, d'abord, en osant franchement dire ce qui nous tient à cœur, et pas à demi-mot. Par exemple, si vous ne supportez pas ce cadeau idiot qu'il vous a fait pour votre anniversaire, vous le dites avec humour et non avec humeur. Voilà, déjà. Ensuite, il faut éviter toutes les allusions perverses sur ce qui concerne le physique, les capacités sexuelles, les compétences professionnelles. S'envoyer des pics, c'est pas une bonne idée. On peut dire ce qu'on n'a pas aimé, ce qui ne nous a pas plu, mais c'est pas en envoyant des pics comme ça. Enfin, une scène de ménage doit avoir une fin. Et c'est celui qui propose la réconciliation qui va gagner, parce que il prouve que son affection est plus forte que son amour-propre. Hein, vous êtes d'accord ? Voilà. Et attention, parce qu'une scène de ménage, c'est pas celui qui crie le plus fort ou qui parle le plus qui est le gagnant, c'est toujours celui qui sait écouter l'autre et qui sait enregistrer ce qui a été dit. Voilà, donc si vous respectez tout ça, vous ferez des bonnes scènes de ménage et votre couple durera longtemps. J'ai tout à l'heure proposé ce pack de 5 accessoires Passage du Désir. Eh bien, il y a une deuxième chance. À nouveau avec Sud Radio, je vous propose de jouer pour gagner ce pack de 5 jouets, dont des accessoires Passage du Désir. Pour ça, vous envoyez le SMS Brigitte au 7 20 18 et un autre d'entre vous sera tiré au sort. Vous avez le droit de jouer plusieurs fois, bien sûr, tous les jours, si vous voulez. Nous avons Théo qui nous rejoint et qui a une question à vous poser, Patricia Martin-Lamante. Bonjour Théo. Bonjour Brigitte, bonjour Patricia. Bonjour Théo. Je souhaitais vous poser une question au sujet des IST que vous aviez évoqué antérieurement. J'ai eu donc une relation il y a un peu plus de 2 semaines. Oui. Avec une partenaire que je voyais, on se fréquentait de temps en temps. Il s'avère que voilà, j'ai subi peut-être une contamination. J'ai réalisé des tests auprès d'un laboratoire. J'ai fait tests sanguins et tests urinaires et les résultats n'ont rien donné. Très bien. Donc, ils m'ont mis sous antibiotiques par précaution. J'ai demandé à ma partenaire quand même en parallèle de faire... c'est curieux qu'on vous ait mis sous antibiotiques alors que les tests étaient tous négatifs. C'est curieux quand même. C'est bizarre, oui. Parce que vous aviez des symptômes, vous aviez une irritation, quelque chose Voilà, j'avais évoqué les symptômes. Et c'était quoi les symptômes Donc au début, j'avais du mal à uriner, des brûlures. Des brûlures, ah oui. Voilà. Vous aviez pris un antibiotique tout seul ou non? Vous n'aviez rien pris? Non, rien du tout. Vous avez fait les tests. Et ils ont prélevé dans l'urètre? Est-ce qu'ils ont prélevé dans l'urètre? Non, aucun prélèvement. Ils ont fait que les tests urinaires? Tests urinaires et tests sanguins. Il n'y a pas eu de prélèvement urétral? Non, du tout. Ouais. Et ma question, parce que j'ai donc à la suite des antibiotiques, à la prise des antibiotiques, donc ça s'est révélé être positif, donc ça s'est plutôt amélioré. Ça s'est amélioré, mais ça n'a pas guéri? Si, ça s'est guéri sur le long terme. Complètement. Bon. Ma partenaire, donc j'ai évoqué le sujet forcément qu'il a un peu offusqué. Elle a fait
un test, donc comme je vous ai dit, en parallèle, et un ECBU. Alors ma question, c'était est-ce que c'est des tests qui sont fiables? Parce qu'ils ne révélaient rien du tout. Le CBU, c'est pour les infections urinaires. Hein. Si on ne fait pas de test sanguin, on ne fait pas de test pour le VIH, la syphilis, voilà. Il n'y a pas que le CBU. Hein. Elle a fait un ECBU, c'est insuffisant. Elle a fait un test sanguin, donc VIH, chlamydia. Il me semble que c'est entérocoque aussi. Elle a fait des tests sanguins aussi. Coli. D'accord. Et c'est négatif tous ces tests? Tous ces tests étaient portés négatifs. Voilà, j'aurais voulu savoir si les hommes ont été déjà beaucoup plus sujets aussi à avoir des infections. Disons que vous aviez des problèmes en urinant, c'est ça, en urinant. Oui. Alors, est-ce que vous buvez bien de l'eau? Vous buvez combien de liquide par jour? Vous buvez de l'eau? Je bois beaucoup d'eau, je bois 3 litres, voire 4 litres d'eau par jour. C'est beaucoup ça, 3 litres. 4 litres, encore plus. Attention. Vous n'êtes pas diabétique? Non, je suis pas diabétique, je suis quand même assez sportif. D'accord. Donc je bois 3 litres, ça me semble pas... c'est beaucoup. Pour un sportif, si vous faites beaucoup de sport, peut-être. Bon, d'accord, mais enfin, vous savez, on boit de l'eau dans les aliments qu'on mange, etc. Donc, ça me paraît quand même beaucoup 3 litres. C'est beaucoup, 3 litres. C'est pas, le trop n'est pas forcément l'ami du bien. Exactement. Hein. Bon, bref, mais c'est quoi votre question, Théo? Ma question, c'est savoir est-ce que si la partenaire, en fait, elle peut être contaminée, disons par une UST. Est-ce que maintenant vous avez des rapports avec des préservatifs ou sans? Alors c'est un rapport non protégé. D'accord. Bon, donc on écoute votre question, allez-y. Donc c'est savoir si la partenaire elle peut être contaminée sans avoir aucun symptôme. Oui. Bien sûr. Parce qu'il y a des maladies comme les mycoplasmes, les chlamydiés qui ne donnent pas de symptômes. Et en fait, il y a quand même une infection. Il n'y a pas forcément des symptômes. Et puis il y a des femmes qui ont très peu de symptômes et qui ne se connaissent pas bien. Donc voilà. Mais si elle a fait tous les tests qui sont négatifs, c'est qu'il n'y avait pas de symptômes. D'accord. Et quels tests sont les plus fiables alors pour la détection des infections sexuellement transmissibles? Mais tous les tests sont fiables. Tous les tests sont fiables. Que ça soit pour le sida, la syphilis, les mycoplasmes, l'herpès, enfin tout est fiable. C'est fiable. Si les tests sont tous négatifs et si on lui a fait l'ensemble des tests, je ne sais pas si elle a tout eu. Elle a fait des tests sanguins, visiblement. Oui, donc, sûrement. a priori... Normalement, si c'est négatif, c'est qu'elle n'a rien. Alors vous, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Là, c'est pas très clair. Vous aviez une partenaire avant celle-ci, vous aviez une autre partenaire? Non, je suis revenu de l'étranger et après j'ai revu que cette partenaire-là. Ah d'accord, vous n'avez pas eu de partenaire avant. Parce que vous dites quand même que les antibiotiques vous ont guéri. Oui. C'est que donc... J'avais quand même des à la fin, parce qu'il y a quand même eu un temps de latence avant qu'on me prescrive les antibiotiques. Oui. J'avais quand même du sang dans les urines. Ah bon? Attendez. Oui, donc là c'est encore autre chose. Mais vous avez vu ces tests de cette femme ou pas? Vous les avez vus? Oui, elle me les a envoyés. Bon, donc vous avez vu que tout était négatif. Mais alors vous aviez du sang dans les urines. Mais attendez, du sang dans les urines, il faut quand même consulter même un urologue. On va laisser l'inspecteur Lamante mener son enquête. Du sang dans les urines, là il faut aller un peu plus loin. Parce que vous avez vu quel médecin pour faire des tests? Vous avez vu un généraliste? Vous avez vu qui? C'est un généraliste par visio parce que j'ai plus de médecin traitant. Il est parti à la retraite. Bon, alors je vous conseille. Et vous avez toujours du sang dans les urines ou c'est fini? Non, c'est à la suite de la prise d'antibiotiques, c'est une prise choc et ça semble terminé.
Attends, ça semble, ça veut dire quoi, ça semble? C'est terminé ou pas terminé? Parce que ça semble... C'est terminé, mais j'ai quand même, pas au niveau de quand j'urine, c'est vrai, c'est différent d'avant. C'est pas normal, hein. Il y a quelque chose là, il faut mettre au clair. Hein. Théo, n'ayez pas, enfin, vous pouvez tout nous dire, vous pouvez parler clairement. Ouais. N'hésitez pas à dire ce qui se passe, parce qu'on peut, on peut vous aider. Alors que là, on a l'impression que vous nous donnez les choses au compte-gouttes. Soyez plus clair. Vous avez encore des symptômes, il y a encore quelque chose. Vous n'urinez pas normalement, en gros. J'urine normalement, mais je sens encore un petit peu des brûlures quand même. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal s'il y a des brûlures. Écoutez, le mieux, ça serait que vous alliez dans un service hospitalier et vous voyez un urologue. Voilà, un urologue. D'accord. Qui va refaire des tests, il va rechercher, il va voir. Peut-être que vous avez eu une infection ancienne qui a ressurgi, urinaire et qui n'a rien à voir, et qui n'a rien à voir avec le rapport sexuel. D'après ce qu'on pourrait commencer à, et là c'est juste du bon sens, hein, il semblerait que ce soit plus quelque chose qui remonte à une infection urinaire mais qui n'ait rien à voir avec le rapport sexuel que vous avez eu avec cette femme qui a priori elle a des tests totalement négatifs et aucun symptôme. Vous comprenez? Alors, négatif. Alors, le CBU. Alors, je ne connais pas encore bien les termes ni l'exactitude des résultats. Mais il y a un test sur les eucaryotes, les leucocytes. Les leucocytes. Ouais. Elle a des leucocytes élevés ou non? Oui. Ils étaient me semble-t-il, à 9000, alors que la norme c'est 10 000. Donc, il semble pas au-dessus de 10 000. Elle a des leucocytes un peu élevés. Mais ça peut être aussi la cause n'est pas forcément une MST. Hein. Leucocytes élevés, c'est la preuve qu'il y a eu une infection, mais qui peut être n'importe quoi, une angine, une otite, n'importe quelle infection, sans être une MST. Non, et puis je crois, là, Théo, laissez-la tranquille. Pour l'instant, si vous avez un rapport sexuel avec elle, mettez un préservatif, et faut que ça vous serve de leçon. En revanche, occupez-vous de vous, parce que vous, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc allez voir un urologue, soyez pris en main sérieusement, et puis réglez ce problème, parce que c'est pas normal que vous ayez des brûlures ou des du sang dans les urines quand même, c'est pas normal ça. Donc soignez-vous, parce que là il y a quelque chose qui va pas. Et puis elle, parce que là je crois que vous essayez de comprendre quelque chose, mais c'est pas forcément en remontant sur elle que vous allez trouver la réponse. Donc il est temps maintenant de prendre les choses en main avec un urologue. Oui. Merci Théo, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours avec vous, Patricia Martin-Lamorte. On voit quand même comment cette question d'IST provoque des suspicions terribles. Hein. Moi, j'ai toujours remarqué ça. Parce qu'il a peur que sa partenaire ait peut-être quelque chose. En fait, les tests sont négatifs, il n'y a rien. Puis il se remet pas en question lui-même, parce que lui-même, et puis de toute façon, il a pas mis de préservatif en plus. Donc de toute façon, sa responsabilité aussi est en cause. Oui, de toute façon. Bon, enfin, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patricia Martin-Lamorte est avec nous, dermatologue, sexologue. Consulté à Paris, on échangeait un tout petit peu là, et c'est fou. Hein. J'ai l'impression qu'on n'avance pas sur ce sujet. Ça reste un sujet terriblement tabou, comme si y avait une sorte comme ça de morale judéo-chrétienne qui nous tombe dessus quand on a fauté sexuellement et qu'on a une maladie. Maladie honteuse. C'est ça, hein, Dites honteuse, quoi, vraiment. Oui. Bien sûr. On arrive presque mieux aujourd'hui à dire qu'on a un cancer qu'une IST. Ah oui. Vous vous rendez compte ? On commence à en parler plus librement. Mais les MST, quand même, là, c'est plus difficile. Non, je ne vois pas quelqu'un arriver au travail et dire « Ah zut, j'ai attrapé une IST cette nuit, c'est con !» Mais ça, c'est presque impossible. C'est impossible. Bon, c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler dans cette émission, parce qu'ici, il n'y a pas de tabou. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte et bonjour Patricia. Bonjour.
Alors, moi, je pense, j'ai eu de la chance, ou quelque part mes comportements ont fait en sorte que je ne sois pas touché directement par des IST. Vous avez peut-être pas eu énormément de risques, hein, parce que si vous avez eu des relations fiables, fidèles, c'est pas, enfin ça. Oui. Vous savez, le risque, c'est quand on a beaucoup de partenaires ou qu'on a un partenaire qui a beaucoup de partenaires et qui ne se protège pas. Hein. C'est assez. Enfin, les chiffres sont très clairs. Hein. Quand on les enquête sur la propagation des IST, c'est très limpide. Hein. Ouais. Alors, et puis c'est vrai que je suis pas très prévention en général et que je suis pas à fond sur la prévention de santé en général. C'est pas mon truc, mais autant sur ce sujet, j'ai toujours été assez vigilant. Et je vais prendre l'exemple quand j'ai rencontré mon épouse. Les premiers rapports étaient forcément protégés. Rapidement, tous les deux, on a fait des tests sanguins. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire et que j'avais pas eu de relations sexuelles avant elle. Bon, mais j'ai quand même fait le test et puis j'ai même pas essayé de négocier ou mis en cause ça. J'ai dit oui, on le fait, et puis comme ça c'est tranquille pour tout le monde. Oui. Et c'est pas une question de confiance, et c'est presque un principe. Non, vous avez été responsable. Voilà, il n'y a pas de la suspicion, il n'y a pas de justification, il n'y a pas le truc de dire non, tu ne fais pas confiance, mais tu crois quoi? Donc je ne suis même pas entre négociations là-dessus, c'est assez naturellement. Et de la même façon qu'avec alors j'ai 2 grands garçons qui ont 25 et 27 ans, donc quand ils ont commencé à être adolescents, moi je leur en ai parlé avec des mots simples là-dessus, de se protéger, et j'ai fait en sorte de toujours avoir à disposition dans la salle de bain, ils savaient où c'était, les préservatifs. En disant vous allez découvrir la vie, c'est formidable. Bon, par contre, faut pas plaisanter avec ça, et je vous mets à disposition des préservatifs. Je vais pas contrôler qui a fait quoi, comment, où. Je vais pas être derrière votre dos, donc ça va être de la confiance aussi. Mais par contre, je vous demande de faire attention à ça parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et j'ai voyé que bon, ils y avaient accès, et ils l'utilisaient, donc ça m'a rassuré aussi. Oui, ben vous avez fait ce qu'il fallait en tant qu'homme et en tant que père. Oui. Mais parce que souvent les enfants font pas tout ce qu'on leur dit, mais ils sont assez sensibles à ce qu'on peut faire. Donc quelque part, si j'avais simplement eu le discours, ça faut se protéger, il y a qu'un faucon. Je pense que d'avoir accompagné la démarche par mis à disposition, je vous dis clairement, et c'est ce qui. Quand je vois qu'il n'y en a plus, je remets. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut laisser à proximité que les enfants se servent sans qu'il y ait la moindre allusion sur il y en a plus beaucoup, voilà. Il faut juste qu'il y ait une sorte de distributeur de préservatifs dans un coin de la maison, et puis à partir de ce moment-là, les ados vont les utiliser et sont responsables s'il y a eu ce message intelligent de la part des parents. Absolument. Donc vous avez fait le job. Ouais, complètement. Très bien. Et je pense que c'est le rôle des papas de le faire avec leur fils. Oui, bien sûr, c'est le rôle du papa, éventuellement de la maman s'il n'y a pas de papa, mais en principe c'est mieux, on le sait, c'est mieux que l'homme, que le père donne les conseils au fils et que la mère donne les conseils aux filles. Ouais. C'est mieux, ça évite des choses qui pourraient être un peu troubles. Mais vous savez, Bruno, on l'a pas dit, mais on va peut-être le dire, une IST, ça ne s'attrape que lors d'un rapport sexuel. Donc, si on est responsable comme vous l'avez été, c'est normal que vous n'ayez pas eu d'IST. Je pense que c'est la conséquence, oui. J'en ai assez bien conscience. Oui, non, mais parce qu'on entend parfois des trucs, c'est peut-être dans les toilettes, machin. Non, il n'y a pas d'IST qui s'attrape autrement que par un rapport sexuel. Ah ouais. Je pense que les messieurs en question qui ont ramené des choses à la maison doivent trouver une autre excuse pour expliquer la situation. Je pense qu'aucune femme maintenant de nos jours va je sais pas. Je suis pas sûre. Il y en a peut-être qui y croiraient, peut-être. Je suis pas sûre que l'information soit passée si facilement chez tout le monde. C'est un peu comme la phrase c'est pas ce que tu crois, chérie. Il y a des choses il y a des mots qui, à mon avis, vous enterrent plus qu'autre chose. Alors attention.
attention quand même, parce qu'il y a certaines mycoses qui, pour certaines femmes, sont des maladies sexuellement transmissibles, alors que ce n'est pas le cas. Oui, d'autres non. Et ça a parfois créé des drames dans des couples, alors qu'il n'y avait rien c'était pas des IST. C'est plutôt le contraire, aujourd'hui, qui est à craindre. Et comme on a vu tout à l'heure, après antibiotiques, par exemple, une mycose, et ça n'est pas du tout une IST, bien sûr. Et alors, oui, je peux continuer peut-être. Moi, j'ai depuis que je suis enfant, une herpès labiale qui revient une fois tous les 10 ans. Et c'est vrai que lorsque j'ai ce genre d'éruption, par contre, sexuellement, je suis très vigilant à pas embrasser, à pas toucher, à même à réduire complètement pendant cette période-là. Mon activité, ça dure pas 30 ans, je me prive pas. Il faut, bien sûr. Voilà, là-dessus, oui, je pense qu'il y a plus de contamination. En fait, tant qu'il n'y a pas de croûte, que les lésions deviennent croûteuses, dès qu'elles sont croûteuses, théoriquement, elles sont plus infectieuses. Tant qu'il n'y a pas de croûte, vous êtes contagieux, bien sûr. Je crois qu'il faut même éviter de boire dans le même verre ou des choses comme ça, parce que ça, c'est le genre d'accident qui peut arriver. Ah, bien sûr. Du reste, pour l'hépatite, on peut attraper une hépatite en buvant dans le verre d'une personne qui est contaminée par l'hépatite B, par exemple. Si on boit dans son verre, on peut attraper le virus de l'hépatite de cette façon-là. Je crois que je me suis fait vacciner d'ailleurs pour l'hépatite. Ah, théoriquement, oui. Il faut vérifier, mais... Oui, il me semble bien, quand je me pose la question. Mais... Alors, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de carnet de vaccination. Oui. Personne n'a des carnets de vaccination. Donc, quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes sûr d'être vacciné ? Ah ben non, je sais pas, j'ai pas de carnet. Mais c'était bien les carnets de vaccination, c'est très bien d'avoir un carnet. Oui. Mais tout le monde les perd, on les a plus, enfin il y en a plus. Non, mais ça... Oui. C'est bien. Alors, je crois que... Maintenant, quelque part en dizaines d'années, il n'y a pas quelque chose comme ça qui remplace ça un peu dans l'idée. En gros, à 50 ans, bien sûr, d'avoir fait de nouveau la série de vaccins qui va bien. Oui. C'est comme ça que j'ai fait, moi. J'ai plus de carnet de vaccination. Vous avez un carnet. À 50 ans, j'en ai parlé à mon médecin, j'ai dit, peut-être que là, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vaccin. Et donc, à 50 ans, j'ai refait la batterie, quoi. Vous avez refait, très bien. Voilà. Parce qu'en effet, beaucoup de personnes ne refont pas, par exemple, le DT polio ou le tétanos. Tétanos, quand on fait du jardinage, c'est très important d'être vacciné. Et... Je crois qu'il y a encore des morts, chaque année. Oui, il y a des morts, bien sûr, il y a des morts. Absolument. On n'en parle pas parce que on peut se vacciner, c'est bête. Oui, c'est vrai. Là, il faut se vacciner. Le tétanos, ça me paraît important parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on attrape. Il suffit de se piquer avec une rose. Oui, absolument. Donc, pensez en effet, surtout que c'est des vaccins simples, quoi. C'est pas. Ceux-là, on a peu de complications. Ils sont au point, quoi. Oui, normalement, oui. Donc, tout peut arriver, mais bref. Juste, vous parliez de l'hépatite B. Je crois que c'est l'hépatite C qui se transmet par les piqûres de drogue. Aussi, les drogues, oui, bien sûr. Et chez les drogués, oui. Par les piqûres. L'hépatite C, c'est ça. Et l'hépatite B, c'est aussi. L'hépatite B, soit sexuellement, soit par la salive, en embrassant une personne. C'est ça. C'était important de rappeler que ça peut être un baiser, c'est pas forcément une relation génitale. Oui, mais parce que l'hépatite C, elle est en revanche assez grave. Elle est très grave. On peut faire une cirrhose du foie, un cancer du foie, etc. Donc l'hépatite C, il faut faire très attention. Et c'est plutôt par des piqûres. Piqûres chez les drogués. Chez les drogués, on est d'accord. Merci en tout cas. Bruno, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je vous remercie. Bon, écoutez, je crois qu'on aura fait à peu près le tour de pas mal de choses. Les préservatifs, il y a des préservatifs quand on est allergique, je crois, qui sont en polyuréthane. C'est ça, Nitrite ou polyuréthane. Il y a des préservatifs. Faut demander au pharmacien quand on est allergique au latex. Les autres. Et qu'est-ce qui laisse croire qu'on est allergique au latex ? Si on est allergique au latex, on va avoir la verge va être toute rouge, toute gonflée. Alors gonflée, c'est pas grave, ça c'est bien, mais rouge, rouge, c'est embêtant. D'accord, donc ça c'est important de le rappeler. Il y a des préservatifs qui sont sans latex, pour ceux qui seraient allergiques. Donc aucune excuse. Non. Voilà.
Et puis attention de pas garder des préservatifs trop longtemps et pas en plein soleil. Enfin, je crois, il y a deux, trois petites précautions quand même qu'on n'a pas données, mais qu'il faut préciser. Mais sinon, ça se garde très bien. Et puis, faites attention de quand vous ouvrez le petit sachet, de pas le déchirer. Faut pas le déchirer, bien sûr. Bon. Eh ben, je crois qu'on peut maintenant profiter du plaisir. Profitons de la vie, sans angoisse, du lendemain. Ah oui, bien sûr. Voilà. Merci en tout cas Patricia Martin-Lamante, vous êtes dermatologue et sexologue et vous consultez à Paris pour tous ceux qui peut-être ont besoin de conseils et je pense qu'il y en a peut-être plus qu'on ne l'imagine. Tout de suite vous allez retrouver Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain on aura Bruno Martin qui sera avec nous et qui nous expliquera la différence entre les hommes et les femmes et on aura la visite de Paul Devambre qui reprend son spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus et qui nous fera sourire un petit peu aussi. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les